Ladies and gentlemen, welcome to A Normal Lost Phone. This is a game where you have found a normal lost phone. Donc on va trouver le téléphone en fait d'un inconnu. Oups, le pop. On va trouver le téléphone d'un inconnu en fait et on va devoir trouver en fait ce qui lui est arrivé. Celular normal parece jogo interessante sobre descobrir algo mistério no celular que você achou. Vamos a ver qué nos encontramos. Estoy nerviosa, no sé qué esperarme. Estoy nerviosa, vamos allá. On va explorer le contenu de ce téléphone afin de savoir ce qui est arrivé à Sam, puisque c'est la propriétaire ou le propriétaire, je sais pas, du téléphone. Mes plus gros souvenirs de jeu, c'est quand j'étais toute gamine. C'est l'histoire classique, tu vas dire ouais, moi j'ai grandi avec tel jeu. Mais c'est Mario et Sonic, et les deux en fait, précisément. Donc j'ai un grand frère qui a 4 ans de plus que moi, qui joue vachement mieux que moi aux jeux vidéo, parce qu'il a commencé avant, enfin, logiquement. Donc il avait les mêmes consoles que moi, mais Mario 3 c'est cool parce qu'on peut jouer à deux. D'abord tu joues Mario, puis quand tu meurs c'est Luigi, donc on joue à deux. Et puis dans Sonic 2 c'est encore mieux parce que tu joues à deux en même temps. Il y en a un qui contrôle Sonic, et puis il y en a un qui contrôle Tails et qui fait pas grand chose et qui peut même pas mourir, mais voilà. 80% du temps c'était lui qui jouait, et puis moi de temps en temps j'avais mon petit moment de gloire avec Luigi qui fait 2 sauts et qui tombe et qui meurt. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à apprécier Luigi comme personnage alors qu'il a fait des trucs chouettes après. Enfin ils ont fait des jeux chouettes autour de Luigi après, mais j'ai un peu ce truc là. Mais du coup j'avais presque une position de genre... je suis spectatrice en même temps que joueuse. Et bah je pense que c'est cool parce que ça m'a permis d'observer le jeu plus que de le vivre. Enfin, les deux en même temps en fait. Et je pense que ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Quand on arrêtait de jouer, après on allait faire des dessins et moi je dessinais des Sonic et des Mario. Je redessinais les boss de Sonic en particulier. Voilà. Enfin, je gribouillais, on est d'accord. J'ai pas appris à dessiner toujours. Hein. This is a Commodore home computer system. With it, you can learn music, take care of your household accounts, file your lists. J'ai un père qui est chercheur en informatique, donc on avait toujours des ordinateurs dernier cri à la maison. Donc avec mon frère, on a joué à beaucoup de jeux. Et j'ai joué aussi à beaucoup de jeux ludo-éducatifs. En fait, des jeux pour apprendre les maths, des jeux pour apprendre la physique, etc. Ou des jeux pour découvrir l'histoire, ou même la musique. Et j'aimais beaucoup ça. Et je trouvais ça déjà génial, en fait, le concept de jouer à un jeu et d'apprendre des choses en même temps. Et voilà, je n'étais pas une grande fan de Adi ou Adibou parce que je trouvais que c'était pas très développé, donc j'étais plutôt fan de jeux ludo-éducatifs pas trop connus justement. Et à des trucs plus mastoc comme les Baldur's Gate, les civilisations, les Sims. Et toujours des jeux qui durent très longtemps. Donc en général je découvrais un jeu par an à peu près, donc une fois par an je m'achetais un nouveau jeu vidéo et je le jouais au même pendant toute l'année. De fait, j'avais pas une culture vidéoludique très développée. J'en ai toujours pas forcément une. J'avais jamais joué, j'ai encore jamais joué à un jeu sur console, j'ai jamais joué à un Mario, à un Zelda. J'ai des souvenirs de ouvrir Word et explorer toutes les fonctions de Word parce que j'aime bien cliquer sur des trucs pour voir ce que ça fait. Je maîtrisais parfaitement le Word Art de Word 97, qui permettait de faire des lettres en 3D et tout. J'ai toujours abordé le truc de manière ludique et du coup j'ai pu apprendre beaucoup de bases en fait juste en testant et en faisant joujou. Donc au début avec des sites web, après avec des petites apps, des petits jeux, des petits trucs. No one appreciates what I do. I'm constantly criticized and I have zero job security. Where am I going with this job? I don't know. In fact, I don't need this. What will you do? I'm going to start a computer career. I'm going to PC professor. Dès que tu te renseignes un peu sur l'informatique et les métiers de l'informatique, on te dit très vite le jeu vidéo c'est bloqué, tu trouves pas de travail, c'est super compliqué. Donc j'avais un peu éliminé ce truc là parce que j'étais pas spécialement passionné de création de jeux vidéo, parce que j'avais pas réalisé peut-être le côté artistique et créatif qu'il y a derrière. Et j'ai trouvé un stage dans une boîte qui s'appelle Pasta Games, qui est un studio parisien, super chouette. Qui part justement de ces élans de créativité, de trucs débiles et pour les transformer en jeu. Et voilà, donc je me suis vachement trouvé dans la manière de bosser. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit ok, c'est ça que je veux faire en fait. Là, je suis chez moi. Voilà.
Quand j'ai commencé mes études, donc après mon bac, j'ai fait une licence d'art du spectacle. Je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était militantisme et aussi tout ce qui était éducation populaire. Comment est-ce qu'on peut changer le monde en très gros? Pendant mon master de management, j'ai décidé de faire un stage dans une association qui s'appelle Les Petits Débrouillards. J'ai discuté avec cette autre personne au sein de l'association qui me disait qu'elle avait fait son stage auparavant dans une entreprise qui faisait des jeux ludo-éducatifs. Puis là, j'ai un peu tilté avec mon cerveau aussi et je me suis dit, hey, tous les jeux ludo-éducatifs auxquels je jouais quand j'étais jeune, il y avait des gens pour les faire derrière, ça doit être un vrai métier. Et j'ai commencé à me dire que vu que j'avais envie de changer le monde, le jeu vidéo, ça serait quand même une chouette manière d'essayer de changer le monde de façon créative et originale. Et j'ai fait mon premier stage en entreprise, dans l'entreprise justement vidéo ludique éducative où avait fait son stage la personne des Petits Débrouillards. Je bossais en particulier sur un jeu pour apprendre la physique mécanique à des adolescents, donc plutôt 3e seconde. Et c'était très intéressant parce que la personne qui avait fait ce jeu-là à la base, c'était un mec qui avait été game designer sur Halo 3. Et puis un jour, il en a dit, j'en ai marre de faire des jeux vidéo qui font que la promotion, de tirer sur des gens partout, etc. J'ai l'impression que le jeu vidéo, ça pourrait être plus que ça. Et du coup, il a arrêté de bosser sur Halo et il a repris des études pour faire du coup une maîtrise en sciences de l'éducation et il s'est intéressé du coup à la façon dont l'apprentissage fonctionne. Pour faire un jeu vidéo qui soit intéressant, plaisant à jouer, qui soit pas perçu comme quelque chose de ludo-éducatif, mais qu'à la fin, du coup, on comprenne mieux les principes de la physique mécanique, qui était pareil un sujet sur lequel moi je connaissais pas grand-chose. Et l'ergonomie, c'était un domaine que je connaissais encore peu à ce moment-là et qui m'a beaucoup intéressée. Donc ça va être par exemple essayer de comprendre pourquoi est-ce que le joueur il n'a pas appris, il n'a pas compris comment se servir d'une épée à la fin du tutoriel, alors que pourtant c'était expliqué qu'est-ce qui allait pas dans le tutoriel, qu'est-ce qui fait que cette porte-là qui est bleue il la voit jamais, alors que cette porte-là qui est rouge il la voit. Je passais beaucoup de temps en support de jeux vidéo, c'est-à-dire que je créais rien moi-même. J'ai aidé d'autres studios à faire leurs jeux. En management c'était pareil, j'ai aidé des équipes mais je crée rien moi-même. Et je me suis dit, je vais aller à la Global Game Jam et ça va être l'occasion pour moi de pratiquer, même si c'est que pendant 48 heures, pour mieux comprendre les métiers de la création et mieux pouvoir les conseiller derrière. Alors la Global Game Jam, c'est un événement international où l'idée c'est de créer un jeu vidéo en 48 heures. Et du coup, celle à laquelle on avait participé, donc celle de 2016, on a choisi, enfin personnellement j'ai choisi de rejoindre celle de l'Anjmin à Angoulême, qui est du coup l'école de jeux vidéo où j'avais étudié. Le thème qui donne en particulier à la Global Game Jam, souvent c'est un mot, une phrase ou un truc qui peut être interprété de plein de manières différentes. C'est jamais genre platformer ou le niveau se termine en 60 secondes, j'en sais rien, tu vois. C'est jamais des règles strictes, c'est vraiment juste un point de départ pour donner quelque chose et surtout tu l'interprètes un peu comme tu veux et tu te l'appropries en fait. Vu que moi ça faisait déjà 2 ans que j'avais fini mes études, du coup la plupart des étudiants je les connaissais pas, j'avais pas eu l'occasion d'étudier avec eux, donc je me suis retrouvée dans une situation où je connaissais pas grand monde, puis ça avait pas encore commencé, donc je me tourne un peu autour de moi, je vois que je suis pas la seule qui a l'air d'être un peu seule, parce que du coup tous les étudiants discutaient entre eux. Donc je me rapproche de 2 personnes qui ont l'air d'être un peu mal à l'aise également, qui étaient du coup Diane et Estelle. Donc on s'est mis à discuter, et puis on a vu que Estelle elle était plutôt artiste, Diane était plutôt programmeuse. Moi je savais faire ni l'un ni l'autre, mais par contre je sais écrire. Enfin, dans le sens où j'ai fait un bac L, ça s'arrête à peu près là. Et on s'est dit, tiens, on pourrait faire un jeu, toutes les 3 ensemble. On a parlé de ce qu'on faisait, ce qu'on aimait faire. Moi, j'étais en train de faire des jeux narratifs dans mon ancienne boîte. Elle avait très envie d'écrire des trucs, elle avait des sujets qu'elle voulait aborder. Donc on s'était déjà un peu dirigé vers sûrement faire un truc où il y a une petite histoire, quoi. On sait pas quelle forme ça prendra, et voilà. Mais... Après, on s'est rendu compte aussi qu'on était 3 femmes. Pas très commun non plus dans le jeu vidéo, et puis on s'est dit c'est chouette aussi, on pourrait en profiter pour faire parler de thèmes qu'on n'aborde pas d'habitude. Moi je me suis déjà retrouvée dans des groupes à pas pouvoir parler de sujets que j'aime, donc j'ai fait allez, on en profite pendant ces 48 heures, on va non seulement faire un jeu du coup à 3, mais aussi
on va essayer d'en profiter pour parler de sujets qu'on parle pas d'habitude. Et on était 2 à avoir joué à Her Story récemment, et à se dire ah ouais quand même, puzzle narratif c'est chouette. Moi, une de mes grosses références pour Normal Lost Fun, et un jeu que j'aime beaucoup, c'est Analog A Hate Story. En fait, tu fouilles à travers des logs d'un vaisseau spatial pour comprendre ce qui est arrivé à son équipage sur les derniers instants un peu. C'est pas genre ça y est, t'as tout lu bien dans l'ordre et t'as toutes les infos, c'est genre ok, bah peut-être que cette info-là elle est plus importante que celle-ci, et si tu la mets en lien avec ce que t'as vu ailleurs, ça t'ouvre les yeux sur un truc, etc. Il y a aussi Estelle, notre graphiste, qui a parlé de Why or Die. En fait, le pitch du jeu, c'est que tu vas découvrir des vidéos qui ont été filmées pendant un week-end d'intégration, truc étudiant, tout ça, où il y a un truc qui a mal tourné. Et en fait, tu peux voir les différents, je crois qu'il y a même des photos, mais différents flux vidéo en fait, de différents moments de la soirée. Forcément, tu vois pas tout, ou c'est cadré d'une certaine manière qu'il y a un peu de mystère. Et tu dois essayer d'élucider ce truc-là et savoir qu'est-ce qui s'est passé en fait. Le samedi soir, c'était le festival de la BD à Angoulême, et il y avait une soirée spéciale, le festival de la BD, et elle voulait y aller. Et elle a dit, je sais pas ce qu'on va faire comme jeu, mais j'aimerais bien aller à cette soirée. Et ce qui pourrait être cool, si vous voulez faire un truc narratif et tout, ce serait de filmer des trucs pendant la soirée et on reconstitue le truc, un peu comme dans Why or Die. Et donc c'était ça le point de départ de Why or Die, puis on a amené des trucs genre ah oui, ça me fait penser à Her Story, ah ouais, moi ça me fait penser à ça, voilà. Et c'est de là qu'est revenue cette histoire de jeu dans un téléphone pour la partie genre linéaire. Et ensuite le thème a été annoncé, donc le thème était rituel. C'est ok, rituel, comment est-ce qu'on pourrait élaborer là-dessus? On l'a pris de plein de points de départ différents. L'anniversaire que tu fêtes tous les ans en famille, c'est un peu ton rituel en famille. Et bah peut-être que le point de départ de ce truc-là, c'est le personnage qui va à son anniversaire, ou qui est pas à sa fête d'anniversaire. Tiens, ah c'est cool, ah on garde ça. Et c'est exactement le point de départ du jeu, c'est son anniversaire, mais perso est pas là. Sauf que le principe de la Global Game Jam, telle qu'elle a organisée à Angoulême, c'est que d'abord il y a le pitch qui est annoncé, le sujet, donc rituel. Ensuite, les gens vaquent un peu à leur occupation, à réfléchir à des inspirations. Et ensuite, tous ceux qui le souhaitent présentent leurs idées et des équipes se forment. Et on voulait travailler à 3, donc on s'est dit, bon, de toute façon, si on est 3, on peut le faire, on a les capacités toutes les 3 pour faire ça. Donc on n'a pas forcément besoin d'une 4e personne. Par contre, ce qui serait très très chiant, c'est qu'on se retrouve avec quelqu'un qui veut rejoindre le projet et qu'en fait c'est quelqu'un qui est un mec super macho, super sexiste, à chaque fois qu'on propose un truc, il y a besoin de le convaincre de pourquoi est-ce que c'est important de parler de ce sujet-là. Donc on a fait, ok, bah dans notre pitch, quand on va présenter le projet, on va dire qu'on va parler de questions de genre, théorie du genre. C'était un peu après la manif pour tous, on s'est dit c'est génial, ça va faire fuir les personnes qui aiment pas ces thèmes. Et du coup c'est ce qu'on a fait, on a dit bah voilà, on fait un jeu dans lequel on a trouvé le téléphone, etc. Et on va aborder la question d'identité de genre dans le jeu. Et c'est là que Raphaël nous a rejoints. Raphaël, du coup, qui était un étudiant espagnol qui étudiait au Cologne Game Lab, qui est une école de jeux vidéo à Cologne en Allemagne. Donc du coup, Raphaël et moi, on a écrit le prototype de la Game Jam pendant les 48 heures, pendant que Estelle et Diane travaillaient du coup sur l'art et le code. Ce qui est très bien, c'est que ça pouvait avancer très vite, parce que dans tous les cas, on savait qu'on allait avoir une interface de téléphone. Donc Estelle a pu commencer à dessiner, et Diane a pu commencer à coder, avant même qu'on leur dise quoi que ce soit sur qu'est-ce que ça allait être, l'histoire, etc. Du fait que j'étais en poste à ce moment-là dans une boîte où on faisait des jeux web, j'avais tous les outils en main pour bosser super rapidement. Et bah, notamment si tu veux faire un jeu qui va se jouer sur un téléphone, le téléphone il a un navigateur internet, et ton navigateur internet c'est une page web. Donc ça je sais faire, et j'en fais tous les jours, et c'est cool. Et à partir de là, on a pris un fonctionnement qui était très simple, c'est quelles applications on veut mettre. Donc très vite on a mis, ok l'application SMS c'est juste obligatoire, le répertoire des contacts, voilà. Je pense qu'on a fait le tour un peu de tout nos téléphones, chacun dans l'équipe, genre c'est quoi vos applis, vous avez quoi, et voir celle qui était le plus présente. On a pris le temps quand même de partir de l'existant en fait. Voilà, le papa il signe tous ses messages par papa, parce que bon, papa il fait ça en fait. Ou la maman qui propose toujours des gâteaux et tout. Et ça aide à ancrer le jeu dans le quotidien et à s'attacher tout de suite à l'univers et aux personnages en fait. Et je sais plus si quelqu'un parmi nous avait une appli de rencontre ou pas, mais par exemple c'est une app qui s'est retrouvée dans le jeu, parce qu'elle permettait de raconter des choses chouettes et d'avoir... c'est un peu la base du twist dans Enormous Lost Fun, c'est tout ce qui se passe
cette appli de rencontre en fait. Enfin, c'est le moment où ça devient assez visible et elle a vachement de sens en fait. Et techniquement, c'est juste une app de message un peu améliorée, donc en fait, c'était pas compliqué non plus. Il y a un vrai fil rouge dans Normal Awesome. Contrairement à Her Story, où on peut par exemple trouver les passages dans n'importe quel ordre, nous, on avait adoré Her Story, mais on avait des amis qui avaient été très frustrés parce qu'ils étaient tombés sur les dernières informations, les dernières vidéos en tout premier. Et ça leur avait complètement gâché l'expérience de jeu. Donc nous, dans Normal Awesome, on a vraiment ce côté, ce qu'on appelle des gates. Pour pouvoir accéder à la suite, il faut réussir à avoir débloqué l'énigme, et l'énigme se base sur la compréhension du personnage. Il ne s'agit pas juste de trouver tel code qui est caché sous la porte, quoi. C'est je suis capable de résoudre l'énigme parce que j'ai compris la façon dont le personnage pensait, parce que j'ai lu telle et telle conversation, et que du coup c'est ce qui me permet de passer à la suite. Donc du coup on est obligé d'avoir le plein de passages, etc. pour débloquer. Et c'était vraiment quelque chose qui a été conçu dans le design pour éviter justement qu'une information arrive avant une autre. Des clés et des cadenas en fait. Dans Normal Awesome, les clés, c'est des informations, des mots de passe ou des choses comme ça. Cette recherche de la clé, en fait, du mot de passe, en soi, c'est tout le sel du jeu et tout le sel des énigmes, en fait. Et ensuite, il y a les portes. Les portes, c'est les choses derrière lesquelles on va cacher plus de contenu. Et souvent, ça a pris la forme d'une app qui avait un mot de passe, en fait. C'est connecte-toi à ton compte, il faut un mot de passe. Et du coup, quand tu seras connecté, tu auras tout le contenu de cette app-là, et c'est cool. Pendant que tu cherches les clés, tu vas lire des choses sur le personnage, tu vas apprendre à le connaître. Et pendant que tu apprends à le connaître, et après qu'on t'ait complètement retourné la situation et que tu relu des trucs et tout ça, tu t'es suffisamment creusé la tête à suffisamment de niveaux différents pour peut-être sûrement creuser la tête sur toi-même en fait. On a eu le personnage de Sam très vite et très vite construit, comme je disais, pendant qu'on a écrit la trame narrative, parce qu'on avait besoin d'aller le plus vite possible, donc de définir des éléments pour qu'on puisse se partager aussi. Donc très rapidement, ok, il y a un club de jeux de société, ok, il y a un club de lecture, ok, il y a telle copine, ok, il y a telle meilleure amie, elle a été rencontrée à tel endroit, telle copine, se séparée à telle date. Et à partir de là, on se divise en deux. Et on s'est mis d'accord sur la trame principale. Et en fait, ce que je disais, c'est que Raphaël, ok, toi tu t'occupes d'écrire tout ce qui est bruit. On a appelé ça comme ça. En gros, ce qu'on voulait, c'est éviter ce côté fil rouge où chaque mot qu'on lit, ça fait progresser dans l'histoire, et on voulait aussi créer du bruit qui donne de la profondeur au personnage. Donc c'était toutes les discussions qui ont un moment ont lieu avec des personnages, mais qui n'apportent rien de concret dans l'avancement de l'histoire. Elles permettent de mieux comprendre le perso, etc. Donc je te dis, invente tout le background que tu veux, tous les amis que tu veux, etc. etc. Moi, en attendant, je vais écrire toute la trame principale sur laquelle on s'est mis d'accord. Donc personnage du père, personnage de Mélissa, etc. Et toutes avec la mère, toutes ces grosses conversations-là. Et moi, régulièrement, je jette un petit coup d'œil à ce qu'il écrit, et je fais « Ah, tiens, tel jour, il a raconté que Sam allait au cinéma avec telle et telle personne. » Ah bah tiens, dans ma conversation avec sa copine, je vais marquer que alors c'était comment le cinéma avec un tel et un tel. Pour que du coup il y ait des croisements et on sente que le tout fait partie d'un univers cohérent. Parfois même aussi une inspiration complète de genre ah ouais mais le truc ça a eu lieu quand? Ouais ça a pas de sens. Ouais. C'est passé quoi toi le 8 janvier? Ah t'as marqué un truc le 8 janvier? Ah ouais attends je vais broder là-dessus et qu'en fait le 8 janvier c'est une date importante etc. Le tout en ayant un calendrier en fait, avec marqué toutes les dates importantes pour éviter que ah bah tiens tel jour Sam était en train d'écrire un message un tel mais attends il sait pas à la même heure il était au cinéma. Donc voilà, calendrier un peu partagé pour marquer des grosses dates et éviter que deux choses aient lieu en même temps. On avait du coup un jeu qui tenait vaguement la route mais dont la moitié du contenu était en anglais et l'autre en français. Et on a trouvé plein de bénévoles, d'amis qui du coup ont traduit nos textes en français et en anglais, ce qui a permis que du coup on puisse voir et là vraiment lire tous les textes de tout le monde. J'ai fignolé tout ça pendant que Raphaël s'est mis à tout traduire en espagnol, encore pendant la jam. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec tout le texte en français, anglais et espagnol pendant la jam. Pendant la Global Game Jam elle-même, premier retour, on a essayé de faire tester d'autres jammers, donc d'autres devs qui bossaient sur leur propre jeu à côté. Les retours étaient très très mauvais. J'ai continué de me motiver pour bosser là-dessus en disant pas trop à l'équipe que les retours étaient mauvais, parce que j'avais une théorie à ce moment-là qui s'est avérée juste,
qui était que c'était un jeu d'enquête, donc c'est un jeu qui demandait la concentration, et j'étais en train de faire tester à des personnes qui n'avaient pas dormi depuis 40 heures. Et je me suis dit quand même, et là les énigmes sur lesquelles ils sont en train de galérer, elles sont très simples. Donc c'est possible que juste ils galèrent parce qu'ils n'arrivent plus à aligner de mots et que lire un truc ça soit plus de leur capacité à ce moment-là. Donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on est chacune surtout rentré chez soi parce qu'on habitait toutes dans des villes différentes. Et c'est Diane qui a proposé qu'on participe à un petit concours qui a été organisé par GameJolt, où en gros fallait créer un jeu pendant le mois avant la deadline du concours. Et à partir du moment où c'était sur le site de GameJolt, il y a un peu moins de jeux que sur celui de la Global Game Jam. Donc le jeu est aussi devenu un peu plus visible. Et on a commencé à avoir des retours, puis on a commencé à avoir des gens qui en parlaient, des gens qui testaient. Vu qu'on on était toujours friands encore de retours sur comment l'améliorer, on a commencé à poster aussi sur Facebook, genre hey, salut, j'ai fait ce jeu-là pendant un week-end, j'ai un peu amélioré, vous en pensez quoi? Et en fait, ça a vachement pris. On s'y attendait pas trop, mais la personne jouait, était super touchée, avait instantanément envie de le partager encore derrière à d'autres personnes. Et c'est là qu'on a commencé à avoir des articles de presse, parce que du coup quelqu'un avait partagé à quelqu'un qui lui-même était journaliste, donc ça faisait des articles. Et on a commencé, c'est ça, à se faire un peu connaître comme ça. C'est suite un peu à tout ça où on a commencé à se dire ok, on va vraiment le sortir au mieux. Donc au début c'était ok, on va continuer sur le temps libre, et puis très vite c'est devenu ok, mais si on sort commercialement ça peut devenir notre taf en fait, donc ce serait cool. J'avais pas trop envie de me diriger vers ça, et surtout je pensais que ça allait être compliqué. En vrai ça l'est, hein, ça va pas se mentir, mais Elisabeth a beaucoup poussé en disant ça va être simple, tu vas voir, et moi j'ai un peu d'XP là-dedans et tout, ça va être cool. Donc on l'a fait. À partir de ce moment-là on s'est dit ouais, on va quitter notre job et on va monter notre boîte.